Tu devrais apprendre à faire confiance. À ton âge, tu n'as plus besoin d'autant d'argent. C'est ce qu'elle m'a dit, en versant le thé comme si de rien n'était. Je n'ai pas tout de suite compris. J'ai cru que c'était une remarque maladroite, une de ces phrases qui glissent sans poids, avant de découvrir qu'elle pesait tout. 3 jours plus tard, à la banque, la conseillère m'a demandé « Vous voulez dire que vous n'avez pas autorisé ces virements ?»« Quel virement ?» Elle m'a montré l'écran. 4 transferts, vers un compte au nom de Monsieur et Madame Delcourt. Delcourt, c'est mon fils. J'ai senti le sang quitter mes joues. Les chiffres dansaient devant mes yeux. 7 500 €, 12 000 €, puis 5 000 € encore. Presque toutes mes économies. Je me suis appuyée au bureau, le cœur battant. « C'est impossible », ai-je murmuré. La conseillère m'a regardé longtemps, avec cette compassion prudente qu'on réserve aux vieilles dames qu'on croit naïves. « Votre belle-fille est venue la semaine dernière. Elle avait une procuration signée de votre main. » De ma main? J'ai pris la feuille. Ma signature y était. Oui, mais malhabile, tremblée, légèrement inclinée. Je n'avais jamais signé ce papier. Tout à coup, le monde a rapetissé autour de moi. Le bourdonnement des guichets, le clic des claviers, tout s'est effacé. Je n'entendais plus que ma respiration saccadée et cette phrase qui revenait comme un écho. « Tu n'as plus besoin d'autant d'argent. » Je suis sortie sans savoir comment. Dans la rue, le vent de mars soufflait fort. J'ai marché jusqu'à la place, je me suis assise sur un banc. Les pigeons picoraient près de mes chaussures. J'ai ouvert mon sac, sorti mon carnet noir, celui où j'écris depuis la mort de Jacques. J'y ai noté la date, l'heure, le montant exact de chaque virement. Vendredi 12 mars, 11h05. Découvert qu'ils ont vidé mes comptes. C'est signé de moi. Faux. J'ai regardé les mots. Ils étaient nets, froids. Je n'étais plus une vieille femme fragile. J'étais un témoin. L'humiliation m'a traversé comme une lame. Pas seulement à cause de l'argent, mais parce que c'était eux. Mon fils, ma belle-fille, les 2 que j'avais aidés, logés, relevés tant de fois. Je me suis dit, ne pleure pas ici, pas devant le monde. Alors j'ai rangé mon carnet, j'ai remis mes gants et je suis rentrée. La maison m'a accueillie dans un silence lourd. J'ai ouvert la boîte à couture où je garde mes relevés, les lettres de la banque, les souvenirs administratifs d'une vie entière. Tout était en ordre, trop en ordre. Et soudain, j'ai remarqué la feuille manquante. La dernière procuration que j'avais refusé de signer, il y a 2 mois. Elle n'y était plus. Je me suis assise, la tête entre les mains. Une colère froide, lente, méthodique est montée en moi. Il pensait que je n'y verrais rien, que j'oublierais, que j'étais trop vieille pour comprendre les chiffres. Il se trompait. J'ai allumé la lampe, pris un stylo, et j'ai écrit en haut de la page. Ils croient m'avoir volé. En vérité, ils viennent de me réveiller. Ce soir-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée à ma table, la lumière jaune sur mes mains. Je savais que quelque chose venait de commencer, quelque chose de plus grand que ma peur. Avant cette histoire, ma vie était simple, ordonnée, presque tranquille. J'avais 72 ans, veuve depuis 8 ans, et je croyais avoir trouvé un certain équilibre. Mes livres, mon jardin, mes voisins bienveillants, mes souvenirs. Je me contentais de peu. Après la mort de Jacques, j'avais appris à vivre autrement, à écouter le bruit des jours plutôt que leur vitesse. Jacques était un homme solide, d'une rigueur presque ancienne. Il avait travaillé 40 ans à la poste, économisant sou par sou pour assurer nos vieux jours, comme il disait. Nous n'avons jamais voyagé loin, mais chaque été, il me disait « Regarde, on a tout ce qu'il faut. Un toit, un peu d'amour, et de quoi payer le chauffage. » Je riais, je le traitais d'avare, et il répondait « Non, de prévoyant. » La prévoyance, c'est une forme d'amour. Quand il est mort, d'un arrêt du cœur brutal, je me suis sentie à la fois vide et protégée par tout ce qu'il avait laissé en ordre. Un compte épargne, un livret pour Paul, notre fils unique, et surtout une maison payée, sans dette. J'ai promis à Jacques, le soir de ses funérailles, de ne jamais gaspiller le fruit de son travail. Paul, lui, avait hérité de sa douceur, mais pas de sa prudence. Il a toujours voulu aller vite, gagner plus, briller davantage. Quand il a épousé Sophie, ma belle-fille, j'ai su tout de suite qu'elle était différente. Élégante, ambitieuse, un peu dure. Mais j'ai voulu croire qu'elle l'aimerait assez pour le rendre heureux. Les premières années, tout semblait aller bien. Il venait dîner le dimanche, les enfants jouaient dans le salon.
Sophie apportait des fleurs, des desserts trop sucrés pour toi, mais tu goûteras quand même, disait-elle. Je la regardais, souriante, un peu intimidée par son assurance. Elle parlait souvent d'argent, de placement, de rendement. Jacques, lui, aurait soupiré. On ne parle pas d'argent à table. Moi, je l'écoutais, poliment, sans comprendre tout à fait ses mots. Mais j'ai senti très tôt cette curiosité qu'elle avait pour mes affaires, mes papiers, mes habitudes. Un soir, elle m'a dit d'un ton léger. « Vous savez, maman, il serait temps de moderniser un peu vos comptes. Tout faire en ligne, c'est plus sûr. » J'avais répondu. « J'aime bien les carnets papier. Je vois mieux ce que je dépense. » Elle avait ri, un rire sec. Les années ont passé. Les repas se sont espacés. Les petits-enfants grandissaient. Moi, je vieillissais. Doucement. Je les voyais à Noël, parfois à Pâques. À chaque visite, Sophie trouvait quelque chose à améliorer. La chaudière trop vieille, les rideaux démodés, mon téléphone préhistorique. Je la laissais faire, pour ne pas contrarier Paul. J'aimais trop mon fils pour provoquer des tensions. Quand j'ai commencé à avoir des difficultés pour écrire les chèques, mes doigts tremblaient, Paul m'a proposé son aide. On pourrait faire une procuration, maman, pour t'éviter des déplacements inutiles. J'ai refusé poliment. Tant que je peux signer, je signe. Il n'a pas insisté. Mais j'ai vu, dans le regard de Sophie, cette lueur que j'avais déjà remarquée autrefois chez certaines femmes, la lueur de celles qui veulent contrôler. Elle a dit « Ce serait plus pratique pour toi. » On ferait attention, promis. J'ai ri, pour clore le sujet. Mais, ce soir-là, j'ai noté dans mon carnet. Ils veulent s'occuper de mes comptes. Méfiance. Je n'étais pas paranoïaque. Juste prudente. Jacques m'avait appris à lire entre les lignes, à sentir les intentions derrière les sourires. Et pourtant, malgré mes précautions, j'ai fini par leur faire confiance. Quand on est seul, on s'attache à l'illusion que quelqu'un veille encore sur vous. L'hiver dernier, j'ai attrapé une bronchite sévère. Sophie est venue tous les jours. Courses, pharmacie, repas préparés. Je lui en étais reconnaissante. Elle disait « Reposez-vous, maman, je m'occupe de tout. » Je l'ai laissé faire. Elle prenait mon courrier, rangeait mes papiers, triait mes enveloppes. Je ne savais pas qu'à ce moment-là, elle apprenait à connaître ma vie mieux que moi. Et que, lentement, elle posait ses doigts sur tout ce que j'avais mis une existence à protéger. Le jour où j'ai découvert que mes comptes étaient vides, c'est tout cela qui m'a traversé d'un coup. La confiance, la naïveté, l'amour mal placé. Mais aussi l'enseignement de Jacques, cette voix intérieure qui murmurait « Ce qu'on te vole n'est pas perdu, si tu sais le reprendre par la vérité. » Alors j'ai décidé de faire ce qu'il aurait fait. Ne pas me lamenter, mais agir. Les trahisons familiales ne commencent jamais par un grand scandale. Elles s'installent doucement, à pas feutrés, sous le masque de la bienveillance. Avec Sophie, ce fut pareil. Tout d'abord, elle a commencé à parler de moi à la 3e personne, alors que j'étais dans la pièce. « Paul, ta mère a encore oublié de prendre ses médicaments. » Je levai les yeux, surprise, mais elle ne me regardait pas. Puis elle s'est mise à finir mes phrases, à répondre à ma place. « Oui, oui, elle va bien. Un peu fatiguée, tu sais, à cet âge. » Je souriais, pour ne pas faire de vagues, mais quelque chose se fissurait. Un dimanche, alors qu'il déjeunait à la maison, elle a fait glisser négligemment une phrase. « Il faudrait qu'on pense à sécuriser tout ça, quand même. Les comptes, les factures, les retraits. » J'ai vu Paul acquiescer sans réfléchir, comme on approuve un avis médical. Je me suis contentée de répondre. « Je n'ai jamais eu un centime de découvert, Sophie. » Elle a souri. « Justement, on veut éviter que ça arrive. » À partir de ce jour, j'ai remarqué qu'elle me demandait souvent « Tu veux que je t'aide à faire ton courrier? Tu veux que je range un peu ton bureau ?» Je disais non. Elle rangeait quand même. Un après-midi, j'ai trouvé mon chéquier déplacé, posé sur la table au lieu du tiroir. Je me suis dit que j'avais dû l'oublier. Le lendemain, mon portefeuille avait changé de place. Et puis, une fois, j'ai vu une feuille manquante dans mon carnet de banque. Une seule, mais c'était assez pour comprendre que quelqu'un le feuilletait en mon absence. Je me suis mise à surveiller, sans en avoir l'air. À chaque visite, elle allait directement dans la cuisine, posait son sac et disparaissait quelques minutes dans le couloir. Quand elle revenait, elle disait toujours « Tu veux un thé ?» Mais moi, j'entendais déjà le tiroir du bureau qui se refermait. J'ai voulu en parler à Paul. Il a ri,
d'un rire gêné. Tu vois le mal partout, maman. Sophie t'aime bien, elle veut juste t'aider. Je me suis tue, parce que je savais que dans ces histoires, quand on dit la vérité trop tôt, on passe pour folle. Les humiliations ont pris d'autres formes. Des remarques anodines. Tu devrais laisser la carte bleue à Paul, c'est plus sûr. Tu ne sais plus faire tes virements, on t'aidera. Ou encore, tu sais, à notre âge, il faut faire confiance. À notre âge. Cette expression me blessait plus qu'une insulte. Il me rangeait déjà du côté de ceux qui ne comprennent plus, de ceux à qui l'on parle fort, lentement, comme à des enfants. Alors, j'ai fait semblant. Je les ai laissés croire que j'étais fragile, distraite, naïve. C'était mon camouflage. Mais le soir, dès qu'ils partaient, je reprenais mon carnet noir. J'y notais tout. Les phrases, les heures, les gestes. Dimanche 5 février, elle a regardé mon code de carte en payant à ma place. J'ai fait semblant de ne pas voir. Mercredi 22 février, Paul m'a dit « Tu pourrais nous confier la gestion de ton compte. Ce serait plus simple. » J'ai répondu « On verra. » Un soir, j'ai entendu, par hasard, leur conversation dans la cuisine. J'étais dans le salon, la télévision allumée, mais le son bas. Sophie disait « Elle ne se rend compte de rien. À la prochaine échéance, on mettra tout à notre nom. » Et Paul, d'une voix lasse, « Fais comme tu veux. » Je n'ai pas bougé. Pas un cri, pas une larme. Je me suis contentée de fermer les yeux et de respirer lentement, pour ne pas trahir ma présence. Ce soir-là, j'ai compris qu'il me considérait déjà comme absente, qu'il parlait de moi comme d'un bien à répartir, et non comme d'une mère à aimer. Le lendemain, j'ai fait ce que j'aurais dû faire plus tôt. J'ai photocopié tous mes papiers, relevés, carnets, livrets. J'ai glissé les copies dans une enveloppe Kraft que j'ai cachée dans le double fond du buffet. J'ai aussi ouvert un petit cahier neuf, réservé à une seule chose, les preuves. Chaque mot de Sophie devenait une trace. Chaque silence de Paul, une confirmation. Ce jeu du mensonge m'a lentement rendue plus forte. J'ai cessé d'attendre leur affection. J'ai commencé à observer leurs erreurs. Et quand j'ai découvert, quelques semaines plus tard, que les virements avaient déjà été faits, que mes comptes étaient vides, je n'ai pas été surprise. Blessée, oui, mais prête. Je n'étais plus une victime. J'étais devenue témoin de ma propre histoire. Tout a basculé un mercredi matin. Un de ces jours où l'air semble inoffensif, où rien ne laisse présager qu'une vie va se fendre en deux. Le facteur venait de déposer une enveloppe blanche, épaisse, à mon nom. J'ai d'abord cru à un relevé bancaire ordinaire, mais le logo n'était pas celui de ma banque habituelle. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, une confirmation d'ouverture de compte joint. Au nom de Paul et Jeanne Delcourt. Jeanne, c'était le prénom de ma belle-fille. Mon prénom à moi, oublié, remplacé par le sien. Et en bas, une phrase glaciale. Conformément à la procuration signée par Madame Madeleine Delcourt, le compte a été transféré sur la nouvelle gestion familiale. Transféré. Le mot s'est planté en moi comme une épine. J'ai regardé encore, incrédule, espérant que mes yeux se trompaient. Mais non, la signature imitée, la mienne, maladroite, traîtresse, trônait en bas de page. J'ai eu envie de vomir. Pas à cause de l'argent, mais à cause de cette appropriation de mon identité. Ils ne m'avaient pas seulement volé mes économies, ils avaient volé ma main. Je suis restée là, figée, le papier dans les doigts. Les secondes s'étiraient comme du verre fondu. Puis, une colère sourde, précise, m'a traversée. Pas de celle qui hurle, non de celle qui décide. J'ai sorti mon carnet noir. J'ai écrit, sans respirer. Mercredi 8 mars, 9h42. Découvert transfert complet de mes comptes sous faux nom. Signature falsifiée. Banque complice ou négligente. Action nécessaire. Ensuite, j'ai pris mon manteau, ma canne, et je suis partie. Le vent soufflait fort. Il me giflait, me poussait à avancer. Arrivée à la banque, j'ai demandé à voir la directrice. Une jeune femme, polie, pressée. Je lui ai tendu la lettre. Elle a lu, puis m'a regardé avec ce sourire désolé qu'on réserve aux personnes âgées confuses. Il doit y avoir une erreur, Madame Delcourt. Ce transfert a été validé selon la procédure. Quelle procédure? Ai-je coupé? Une procuration signée? Je l'ai interrompue. Cette signature, c'est un faux. Elle a rougi. Vous êtes sûr? Je suis née ici. J'ai ouvert ce compte il y a 50 ans.
Je suis plus sûre de ma signature que de mon prénom. Son sourire s'est figé. Elle a commencé à vérifier, à pianoter sur son ordinateur. Puis elle a murmuré, presque honteuse. Je vois effectivement des irrégularités. Je vais contacter notre service juridique. Je me suis levée. Faites cela. Et préparez-moi tous les relevés des 6 derniers mois. Elle a voulu temporiser. Il faut une demande officielle. La voici, ai-je dit, en sortant un papier de mon sac, une lettre que j'avais déjà rédigée la veille, au cas où. Son regard a changé. Elle a compris que je savais, que je n'étais pas la vieille femme docile qu'ils espéraient. Je suis rentrée chez moi, avec un dossier sous le bras. Dans le bus, mes mains tremblaient, mais je tenais le dossier comme un bouclier. Les chiffres me brûlaient les yeux. Plus de 30 000 € envolés. Tout ce que Jacques avait mis de côté, volé par des mains que j'avais nourries. Arrivée à la maison, j'ai posé le dossier sur la table. Le tic-tac de l'horloge semblait battre plus fort. J'ai fait du café, j'ai respiré la vapeur longtemps. Et puis, sans réfléchir, j'ai appelé Maître Clément l'avocate dont j'avais entendu parler dans une émission de radio. Elle m'a écoutée, patiemment, puis a dit « Madame Delcourt, ce que vous décrivez relève de l'abus de confiance et de falsification. Mais ne dites rien pour l'instant. Rassemblez tout. Lettres, relevés, copies, témoignages. Je m'occuperai du reste. » J'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas une joie, non. Une force. Le soir, j'ai trouvé un email de ma belle-fille. « Coucou maman. J'ai dû faire quelques ajustements pour t'aider à mieux gérer tes finances. Ne t'inquiète pas, tout est sous contrôle. Bisous. » J'ai relu la phrase 10 fois. Ajustement. Contrôle. Les mots des voleurs polis. J'ai répondu simplement. Merci Sophie. Tout est désormais sous contrôle, en effet. Et j'ai ajouté une ligne dans mon carnet. Ils ont vidé mes comptes. Demain, je commence à les vider de leur pouvoir. Je n'étais plus une victime, ni même une mère blessée. J'étais devenue quelque chose qu'ils n'avaient pas prévu. Une adversaire lucide. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai éteint la lumière, mais les chiffres défilaient encore derrière mes paupières. 30 000 €. 50 ans de prudence, de travail, de renoncement. Je revoyais Jacques me tendre les carnets, sa voix douce. Ne laisse jamais personne y toucher. J'avais laissé. Je me suis levée, j'ai allumé la lampe du salon. Sur la table, le dossier de la banque était là, comme une plaie ouverte. Je l'ai feuilleté lentement, page après page. Chaque mouvement de ma main était une gifle qu'on m'avait donnée. Mais à mesure que je lisais, quelque chose changeait. La honte s'effaçait, remplacée par une forme de lucidité. Ce qu'il m'avait volé, c'était aussi la confiance, mais je pouvais la reprendre, autrement. Par la vérité, la méthode, le calme. Le silence ne serait plus ma faiblesse. Il serait mon instrument. Je me suis fait du thé, j'ai ouvert le carnet noir et j'ai écrit. Ils ont pris l'argent, pas ma mémoire. Ce qu'ils ignorent, c'est que je me souviens de tout. Le lendemain, j'ai pris une grande feuille blanche. En haut, j'ai inscrit « Plan de reconstruction ». J'ai tracé 3 colonnes. Ce qu'ils ont fait, ce que je sais, ce que je ferai. Et j'ai rempli les cases, l'une après l'autre, comme une comptable du cœur. Ce qu'ils ont fait, falsification de signature, transfert de compte, mensonge. Ce que je sais, date exacte, document, témoin potentiel, conversation. Ce que je ferai, main courante, plainte, changement de banque, testament modifié. J'avais un plan. Et, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti la fatigue se transformer en énergie. J'ai passé la journée à trier mes papiers. Les relevés, les reçus, les lettres, tout. Chaque document avait désormais une valeur de preuve. J'ai même retrouvé, dans un vieux tiroir, un mot de Sophie, écrit il y a 2 ans. « Ne t'inquiète pas pour tes comptes, je gère avec Paul. » Je l'ai glissé dans une chemise marquée « Élément antérieur ». Le soir, j'ai marché longtemps sur la route du bord de Loire. Le vent me fouettait le visage, la lune se reflétait sur l'eau. Je me parlais à voix basse, comme à une amie qu'on veut consoler. « Madeleine, tu n'es pas folle. Tu es blessée, oui, mais pas brisée. » Je pensais à ma vie d'avant. Aux sacrifices, aux heures de ménage, aux dimanches sans sortie pour économiser. Tout cela pourquoi? Pour que d'autres décident à ma place. Non, pas comme ça. Le surlendemain, j'ai pris rendez-vous avec Maître Clément. Elle m'a reçu dans son bureau clair,
les murs couverts de livres. Je lui ai tout raconté, sans détour. Elle m'a écouté sans m'interrompre, notant chaque détail, chaque date. Puis elle a dit « Vous avez été trahi, oui, mais vous êtes dans votre droit. Et surtout, vous avez tout ce qu'il faut. La tête, les preuves, la rigueur. On va reprendre le contrôle, ensemble. » Ce mot « ensemble » m'a réchauffé. Pour la première fois depuis des mois, je ne me sentais plus seule. Elle a ajouté « Ne parlez pas d'argent avec eux, ne les accusez pas encore. Laissez-les croire que vous ne savez rien. Le temps de préparer. » Préparer. C'était exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je suis rentrée avec des instructions précises. Ouvrir un nouveau compte, transférer ma pension, rédiger une déclaration écrite sur l'honneur et surtout, ne rien signer sans sa présence. Le soir même, j'ai tout fait. La banquière, une jeune femme nommée Nadia, m'a regardée avec admiration. Vous savez, madame, peu de gens de votre âge agiraient avec autant de sang-froid. Je lui ai souri. À mon âge, on a moins de muscles, mais plus de mémoire. Les jours suivants, j'ai senti mon esprit s'aiguiser. Je n'étais plus la mère docile, ni la veuve mélancolique. Je devenais une femme en éveil. Je notais tout. Les coups de fil, les messages, les rendez-vous. Chaque page de mon carnet devenait un pas vers la justice. Parfois, la nuit, j'écrivais une phrase que je relisais le matin, pour me souvenir. Le mal qu'ils m'ont fait est une école. Je n'y apprends pas la vengeance, mais la précision. Je savais que viendrait le moment où il faudrait parler, les regarder en face. Mais pas encore. Il me fallait d'abord bâtir le mur invisible de ma défense. Pierre par pierre, loi après loi. Quand j'ai fermé les volets ce soir-là, j'ai regardé la lune et j'ai murmuré. « Jacques, j'ai compris ton secret. La vraie force, ce n'est pas de frapper, c'est d'attendre le bon moment pour écrire. » Et dans le silence de la maison, j'ai entendu presque un souffle, comme si quelqu'un approuvait. À partir de ce jour, tout s'est mis en place lentement, méthodiquement, comme un mécanisme d'horlogerie. J'avais compris qu'il ne servait à rien de crier ni de supplier. La seule manière de reprendre le pouvoir, c'était par la précision. Chaque matin, je m'installais à la table de la cuisine avec une tasse de café et le dossier bleu que m'avait préparé Maître Clément. J'y rangeais mes copies, relevés bancaires, lettres de la banque, preuves d'usurpation. Elle m'avait dit « Faites comme si vous étiez une enquêtrice. Chaque papier, chaque mot, chaque heure peut devenir une preuve. » Alors j'ai enquêté. Sur ma propre vie. Je notais les appels de la banque, jour, heure, nom du conseiller. J'imprimais les courriels de Sophie, les transferts, les conversations. J'avais même acheté un petit dictaphone que je laissais allumer quand elle venait me rendre visite. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de la mémoire enregistrée. Maître Clément avançait avec prudence. D'abord, on dépose une main courante pour signaler la falsification. Puis on bloque les comptes. Ensuite, on enverra une mise en demeure officielle. Je suivais chaque étape à la lettre. La première fois que je suis retournée à la banque avec elle, j'ai senti les regards changer. La directrice s'est levée. « Madame Delcourt, je suis sincèrement désolée pour cette situation. » Maître Clément a répondu d'une voix ferme. « La loi est claire. Il y a eu fraude et négligence. Nous allons rétablir la propriété des fonds. » J'étais assise à côté, silencieuse, droite, presque fière. J'avais remis ma broche de mariage ce matin-là comme un symbole. Les semaines suivantes ont été d'une lenteur calculée. Pendant qu'il croyait que je m'isolais, j'avançais. J'ai ouvert un nouveau compte dans une autre banque, sous mon nom seul. J'y ai fait transférer ma pension. J'ai contacté le notaire de la famille, Maître Perrault, pour rédiger un avenant à mon testament. Je souhaite que mon fils garde le souvenir de moi, mais pas mon argent, ai-je dit. Le notaire a levé les yeux, surpris. « Vous êtes certaine ? » »« Absolument. On ne récompense pas le vol par un héritage. » J'ai alors décidé de léguer le reste de mes économies à une fondation qui aide les femmes âgées victimes d'abus familiaux. Un choix silencieux, mais irréversible. Dans mon carnet, j'ai tracé une ligne nette. Ce qu'ils ont pris sans autorisation, je leur rendrai sans honneur. Entre deux rendez-vous, j'ai aussi réorganisé ma maison. J'ai vidé les tiroirs, brûlé les papiers inutiles, classé le reste. Dans la boîte de couture de Jacques, j'ai glissé une clé USB contenant tous mes documents scannés, protégés par un mot de passe. Sur une étiquette, j'ai écrit simplement
Mémoire. Sophie, elle, continuait de m'envoyer des messages mielleux. Tu vas bien? Tu veux que je passe t'apporter des courses? Je répondais toujours avec la même phrase. Merci, tout va bien, je gère. Elle devait croire que je sombrais dans la confusion. Elle ne savait pas que j'étais déjà à 2 pas d'elle, sur un terrain qu'elle ne comprenait pas, celui de la loi. Un soir, Maître Clément m'a appelé. Le parquet a accepté d'ouvrir une enquête pour abus de confiance. Nous aurons bientôt la convocation. Je suis restée silencieuse. Elle a ajouté doucement. Je vous avais dit que la vérité finit toujours par revenir. Je suis allée me coucher, mais je n'ai pas dormi. Je repensais à Paul, à son silence. Était-il complice ou simplement lâche? Je n'en savais rien. Et peut-être que je ne voulais plus savoir. Ce que je savais, c'est que je n'étais plus à leur merci. Le lendemain, j'ai repassé ma robe grise, celle que Jacques aimait tant. J'ai rangé mes cheveux, pris le dossier bleu, et j'ai écrit dans mon carnet « Demain, ils sauront. » Pas parce que je les affronte, mais parce que la loi parlera pour moi. Ce jour-là, en refermant la porte, j'ai senti quelque chose se lever en moi, pas de la colère, non, mais une dignité retrouvée. Une femme qu'ils avaient crue fragile venait d'apprendre à marcher dans le silence du droit. La convocation est arrivée un lundi matin, pliée en 2 dans une enveloppe officielle. Audition dans le cadre d'une enquête pour abus de confiance. Je l'ai tenue entre mes doigts un moment, sans trembler. Le papier sentait l'encre fraîche, la promesse d'un ordre rétabli. Le rendez-vous était fixé au jeudi. J'ai choisi ma tenue avec soin. Ma robe grise, mon manteau de laine, mon sac en cuir clair. À l'intérieur, le dossier bleu, bien fermé, classé par onglet. Devant le commissariat, le vent portait l'odeur du métal et du froid. Quand je suis entrée, Maître Clément m'attendait. « Vous êtes prête? » « Je le suis depuis longtemps, » ai-je répondu. Dans la petite salle, il y avait un bureau, un policier au regard neutre et 2 chaises. On m'a demandé de raconter. J'ai déroulé calmement les faits. Les virements, la procuration falsifiée, les lettres, les signatures. À chaque phrase, je posais une feuille sur la table. Le policier notait, hochant parfois la tête. Maître Clément me glissait un regard d'approbation. À la fin, il a dit « Vous avez des preuves solides, madame. Nous allons convoquer les intéressés. » Je les remerciai. 2 semaines plus tard, ils furent appelés à leur tour. Paul m'a téléphoné, la voix paniquée. « Maman, qu'est-ce que tu as fait? Sophie est furieuse. »« J'ai seulement dit la vérité, » ai-je répondu. Rien de plus. Le jour de leur audition, je n'ai pas cherché à les voir. Mais Maître Clément m'a tout raconté. Sophie, arrogante d'abord, s'est effondrée quand on lui a montré les relevés, la comparaison d'écriture, les signatures. Paul, lui, s'est tu, incapable de me défendre ni de la défendre. L'enquête a conclu rapidement. Fraude caractérisée, remboursement exigé, restitution partielle des fonds. La justice, sans éclat, venait de trancher. Quelques jours plus tard, ils sont venus me voir. Je les ai laissés entrer, sans colère, sans joie. Sophie avait les yeux rougis. Paul semblait vieilli de 10 ans. Ils se sont assis. Un silence épais s'est installé. « On voulait juste t'aider », a fini par dire Paul. « On ne vole pas pour aider ?» ai-je répondu. Sophie a pris la parole, la voix tremblante. « Je ne pensais pas que tu irais aussi loin. » Je l'ai regardé droit dans les yeux. « Moi non plus. Je ne pensais pas que vous iriez aussi bas. » Elle a baissé la tête. Paul a murmuré. « On va te rembourser, maman. » Ce n'est pas l'argent, ai-je soufflé. C'est la honte. Et ça, personne ne peut le rembourser. Ils ont voulu s'excuser, j'ai levé la main. Gardez vos mots. Ce que vous appelez excuse, moi j'appelle cela peur. Ils n'ont pas insisté. Quand ils sont partis, j'ai refermé la porte doucement. Je me suis assise à la table, face à la fenêtre. Le jardin, dehors, baignait dans la lumière d'avril. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais plus la force ni le besoin. Le lendemain, Maître Clément m'a appelé. Le dossier est clos. Vous avez gagné? J'ai répondu. On ne gagne jamais contre sa famille, maître. On se libère, c'est tout. Puis j'ai écrit dans mon carnet. Ils ont perdu leur mensonge. Moi, j'ai retrouvé mon silence. Cette victoire n'avait rien d'un triomphe. C'était une délivrance, une respiration après une longue apnée. Je n'avais pas crié, pas frappé, pas détruit. J'avais simplement tenu bon,
avec la loi pour allié et la vérité pour arme. Et, au fond de moi, je sentais que cette justice silencieuse valait mieux que n'importe quel pardon forcé. Les semaines qui suivirent eurent un goût étrange, un mélange de soulagement et d'amertume. Tout était réglé sur le papier du moins. L'argent restitué en partie, les comptes clôturés, les signatures rétablies à mon nom. Mais une autre facture, invisible celle-là, restait impayée, celle de la famille éclatée. Paul ne m'appelait plus. Sophie, elle, s'était murée dans un silence agressif. J'entendais par des voisins qu'ils se disputaient souvent. On disait qu'elle avait quitté la maison pendant quelques jours. Je ne cherchais pas à savoir. Je n'avais plus la force ni le désir de m'immiscer dans leurs tourments. Un matin, j'ai croisé ma petite fille, Claire, sur le marché. Elle m'a reconnue aussitôt. « Mamie, tu nous manques. Papa dit que tu es fâchée. » J'ai souri doucement. « Non, ma chérie. Je ne suis pas fâchée. Juste fatiguée d'avoir toujours à me défendre. » Elle m'a regardée avec des yeux étonnés, trop grands pour son âge. « Maman dit que tu n'as plus besoin d'argent, que tu n'en veux plus. » J'ai posé ma main sur la sienne. « Ce n'est pas l'argent, ma douce. C'est la vérité que je voulais garder. » Elle a hoché la tête, sans comprendre vraiment. Puis elle est repartie, tirée par la main d'une amie. Je suis restée là, devant l'étal des pommes, le cœur serré. On peut survivre à une trahison, ai-je pensé, mais pas à la déformation de son histoire. Les rumeurs ont couru vite dans le village. On dit qu'elle a porté plainte contre son fils. Quelle honte, à son âge. Non, c'est la belle-fille, paraît-il, qui a vidé les comptes. Les gens aiment juger, mais peu cherchent à comprendre. J'ai cessé d'aller au café, de peur d'entendre mon nom à demi-mot. La solitude s'est installée, plus épaisse qu'avant, mais aussi plus calme. Je m'y suis faite. J'avais mon jardin, mes livres, mon carnet, et surtout, j'avais la conscience tranquille. Le soir, je prenais une tisane en regardant le coucher du soleil, et je me disais que, même s'ils m'avaient volé quelque chose, je leur avais repris l'essentiel, le pouvoir de me faire douter de moi. Un jour, Paul est revenu. Il est resté longtemps sur le pas de la porte, les mains dans les poches, l'air penaud. « Est-ce que je peux entrer ?» J'ai hésité, puis j'ai ouvert. Nous nous sommes assis, l'un en face de l'autre, comme deux étrangers. Il a commencé. Je ne savais pas jusqu'où ça irait. Je te jure, je n'ai jamais voulu ça. Tu as fermé les yeux, ai-je répondu. Et fermer les yeux, parfois, c'est pire que de voler. Il a hoché la tête, incapable de se défendre. Elle est partie, a-t-il murmuré. Je n'ai rien dit. J'ai tout perdu, maman. Non, ai-je soufflé. Tu n'as pas tout perdu. Tu peux encore apprendre. Il m'a regardé avec cette expression d'enfant perdu qu'il avait eue le jour de la mort de son père. Tu crois qu'un jour tu me pardonneras? Peut-être, ai-je dit. Mais pas tant que tu croiras que le pardon se demande. Il se mérite. Il est resté silencieux un moment. Avant de partir, il a ajouté. Tu es plus forte que je ne l'imaginais. Je lui ai répondu. C'est toi qui m'as obligée à le devenir. Quand il a franchi le seuil, j'ai senti un courant d'air frais passer dans la maison. Pas celui du froid, non. Celui d'une porte qu'on referme doucement après des années de bruit. Les jours suivants, j'ai reçu une lettre de la banque. Procédure close. Aucune responsabilité de la plaignante engagée. Fonds restitués. Dossier archivé. Une phrase anodine, administrative. Mais pour moi, c'était un acte de renaissance. J'ai rangé la lettre dans le dossier bleu, fermé par un ruban. Puis j'ai écrit sur la couverture. Justice rendue. Ce soir-là, j'ai dormi d'un vrai sommeil, le premier depuis des mois. Sans rêve, sans peur, sans colère. Le lendemain, je me suis levée tôt. Le ciel était clair, presque lavé. J'ai senti en moi ce besoin de partir, de changer d'air, de recommencer ailleurs, loin des regards, des rumeurs, des fantômes. J'ai pris mon carnet noir et j'ai noté. Quand la famille devient un champ de bataille, il faut parfois partir pour sauver l'amour ou ce qu'il en reste. Je savais que le temps viendrait d'une nouvelle vie, mais pas tout de suite. Il me fallait encore un dernier silence avant de renaître. Je suis partie à la fin du printemps, un matin clair de mai. J'ai fermé la porte sans me retourner. La maison sentait encore la cire et la lavande, comme pour me dire au revoir. J'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres, à l'attention du notaire. Dans ma valise, il n'y avait presque rien. Quelques vêtements, mon carnet noir,
le dossier bleu scellé par un ruban et une photo de Jacques souriant sur la plage de Saint-Palais. Le train vers l'Atlantique filait à travers les champs de colza en fleurs. Le jaune éclatant du paysage contrastait avec la paix intérieure que je ressentais enfin. Je n'avais plus peur, ni de la vieillesse, ni de la solitude, ni même du regard des autres. J'avais tout perdu, pensait-il? Non. J'avais retrouvé l'essentiel, ma voix. Je me suis installée dans une petite ville côtière, à l'embouchure d'une rivière. Une pension modeste, tenue par une femme de mon âge, Thérèse, veuve elle aussi. Elle m'a accueillie avec un sourire franc. Ici, on ne pose pas de questions. On partage le silence et le café du matin. Je lui ai répondu. Alors, je crois que j'ai trouvé ma maison. Les premiers jours, j'ai dormi, longtemps, comme si mon corps rattrapait les années de vigilance forcée. Puis, j'ai commencé à marcher, chaque jour, sur le sentier du port. Les pêcheurs me saluaient, les mouettes criaient, les volets des maisons claquaient au vent. Le monde semblait neuf, simple, presque enfantin. Peu à peu, j'ai repris des habitudes de vie. Chaque matin, j'allais au marché acheter des fruits, un peu de poisson, du pain chaud. L'après-midi, je lisais sur le banc près du phare. Le soir, j'écrivais dans mon carnet bleu le nouveau, celui du renouveau. J'ai vécu trop longtemps dans la peur d'être dépossédée. Maintenant, je ne possède plus rien, et pourtant, je me sens riche. Un jour, j'ai reçu une lettre de Paul. Une enveloppe simple, sans cachet officiel cette fois. « Maman, je suis venue plusieurs fois devant ta maison. On m'a dit que tu étais partie. J'espère que tu vas bien. Je regrette tout, vraiment. Si un jour tu veux me revoir, écris-moi. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai relu la lettre plusieurs fois, dans la lumière du soir. Puis je l'ai glissée entre les pages de mon carnet, comme on range une douleur apprivoisée. La semaine suivante, Thérèse m'a invitée à partager un repas avec ses amies. Elles étaient 3, toutes veuves, toutes un peu cabossées par la vie. Nous avons ri comme des filles, bu du vin blanc, parlé de nos enfants, de nos absents, de nos silences. À la fin du dîner, l'une d'elles, Mireille, m'a dit « Vous avez l'air d'avoir traversé une guerre. » J'ai souri. Une guerre invisible, celle qu'on mène contre les siens. Elle m'a répondu doucement. « Alors vous êtes déjà victorieuse, puisque vous êtes encore debout. » Ces mots m'ont touchée. Oui, j'étais encore debout. Et libre. Les mois ont passé. Je donnais un peu de mon temps à la bibliothèque du village. Je triais les vieux livres, je lisais des contes aux enfants. Parfois, je croisais des regards de femmes qui me rappelaient moi, autrefois hésitante, épuisée, abîmée par des humiliations domestiques. Je leur parlais avec douceur. Ne laissez personne signer à votre place. Elles souriaient sans comprendre tout de suite. Mais certaines revenaient, plus confiantes. Un matin de septembre, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, une photo encadrée de Paul et de mes petits-enfants sur une plage. Au dos, une simple phrase. « On pense à toi. Merci d'avoir tenu bon. » Je n'ai pas pleuré. J'ai posé la photo sur la commode, à côté de celle de Jacques. Le passé et le présent, côte à côte, sans rancune. Ce soir-là, sur le port, le vent portait une odeur d'iode et de résine. Je me suis assise, j'ai regardé la mer s'assombrir. J'ai ouvert mon carnet et écrit. Je ne suis plus la victime ni la mère. Je suis une femme tranquille qui a survécu à la honte sans se salir les mains. Et j'ai ajouté. Pour moi seule. Je pardonnerai peu, être un jour. Mais pas pour eux, pour moi. Je suis rentrée en marchant lentement. Devant la pension, les lumières jaunes des fenêtres ressemblaient à des promesses. Je me suis dit, la vie recommence. Mais cette fois, elle m'appartient vraiment. Ce matin-là, la mer était d'un calme presque irréel. Le ciel pâle se reflétait sur l'eau comme un miroir que rien ne troublait. J'ai ouvert les volets, respiré profondément, et pour la première fois depuis des mois, j'ai senti la paix véritable. Celle qui n'a pas besoin d'être expliquée. Sur la petite table près de la fenêtre, mon carnet bleu était ouvert. La dernière page restait blanche, comme si elle attendait une phrase définitive. J'ai pris mon stylo. J'ai hésité. Comment finir une histoire qui n'a pas de fin, seulement des silences mieux habités? Je repensais à tout ce chemin. La peur, la colère, les nuits blanches, la solitude, la honte, et puis la lente ascension vers la vérité. J'avais traversé la tempête sans hurler, sans m'abîmer dans la vengeance. J'avais choisi la clarté,
la loi, la retenue. Je me suis dit que c'est cela, vieillir. Comprendre qu'on ne gagne jamais rien à détruire, mais qu'on se sauve beaucoup en se tenant debout. Le téléphone a vibré. Un message de Paul. Je viendrai dimanche avec les enfants. Ils veulent te revoir. J'ai fermé les yeux. Le vent passait dans les rideaux, doux, presque timide. Je me suis surprise à sourire. Oui, il pouvait venir. Le pardon, ce n'est pas effacer, c'est savoir recevoir sans renier ce qu'on a appris. J'ai repris mon stylo et j'ai écrit « J'ai perdu l'illusion d'une famille parfaite, mais j'ai retrouvé la dignité. J'ai compris que la justice ne crie pas, elle s'écrit. Que la vérité ne se prouve pas par la colère, mais par la patience. Et qu'il arrive un âge où se taire n'est plus se soumettre, mais se protéger. » La lumière du matin glissait sur les murs. J'ai relu ma phrase et j'ai ajouté la dernière, celle que je gardais pour la fin, la plus juste, la plus simple. Le silence peut aussi être une forme de justice. Je l'ai tracé lentement, avec soin, puis j'ai posé le stylo. Le carnet était plein. Ma vie aussi. Dehors, la mer montait. Elle emportait avec elle les dernières ombres du passé. Et moi, je suis restée là, debout dans la lumière, à écouter le bruit paisible du monde qui recommence.